Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. On va parler de Docker, on va parler de Dockerfile et on va parler de secrets. Très rapidement, moi c'est Gaëtan, je suis Security Researcher chez GitGuardian. Je travaillais précédemment chez Sonar et puis j'ai démarré ma carrière en tant que Red Teamer pendant un petit paquet d'années. Et si vous voulez me joindre sur les réseaux sociaux, vous avez trois petits liens qui vont disparaître très vite. Pour qu'on rentre directement dans le vif du sujet étant les secrets leaks. Les secrets leaks partout. Et c'est pas vraiment une surprise, aujourd'hui à peu près tout le monde en est conscient. On vit à l'ère du cloud, on range énormément de choses dans le cloud, y compris des choses qui sont relativement sensibles. Typiquement, on va mettre tout notre code sur GitHub, on va mettre tous nos conteneurs sur Docker Hub, des plateformes cloud qui ont le bon goût d'être un peu privées, un peu publiques, avec une frontière entre les deux qui peut parfois être assez fine. Et on peut se retrouver avec des secrets qu'on va balancer dans des espaces publics. Donc ça, normalement, c'est connu aujourd'hui. Et c'est suffisamment connu pour qu'en fait tout le monde s'y intéresse, y compris des attaquants. Et en fait, on voit à longueur d'année des attaques qui sont montées à base de secrets qui ont fuité. Pas plus tard que cette année, on en a vu plusieurs, la compromission de NX, les supply chain qu'on a vu, Shayulud et tout T-Quanti. Et donc des secrets, on en voit beaucoup qui sont effectivement exploités. Nous, chez GitGuardian, le secret, c'est notre métier. Donc une bonne partie de notre activité consiste à détecter des secrets qui sont leakés en live sur GitHub en particulier. Et on émet tous les ans un rapport que vous pouvez télécharger gratuitement, sans paywall, on ne vous demande pas votre email, tout ça, c'est vraiment libre, qui s'appelle le State of Secrets Sprawl, et qui, sur l'année 2024, donc le rapport de 2025 sur les données de 2024, c'est comme les impôts, vous nous dit qu'on a détecté 24 millions de secrets sur GitHub en un an, ce qui représente plus de 25% depuis l'année précédente. Et des secrets de tout type. Donc on a des trucs qui peuvent être extrêmement critiques, donc des clés AWS, des clés privées, des clés SSH, un peu de tout, donc y compris des trucs assez critiques, et qui peuvent rester valides pendant un certain temps. Donc la stat que j'arrive pas à lire parce qu'elle est trop petite, mais c'est qu'on a près de 70% des secrets qu'on a détectés en 2022 qui sont en 2025 toujours valides, par exemple, alors qu'ils ont fuité il y a plus de 3 ans. Et donc ça, c'était l'état de fait sur GitHub. Et puis un jour, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe si on regarde d'autres endroits? Et en particulier, qu'est-ce qui se passe si je regarde sur Docker Hub? Pourquoi Docker Hub? Parce que Docker Hub contient des conteneurs qui sont destinés à un moment donné à tourner en production. Qui dit plus près de la production dit il y a plus de chances de trouver du secret parce que la production a besoin de secret. Donc on s'est posé cette question-là et pour y répondre, bêtement, on a scanné Docker Hub. On a scanné tout Docker Hub, presque. Donc l'idée c'est qu'on a énuméré les dépôts sur Docker Hub et les images. Donc on a trouvé 9 millions de dépôts sur Docker Hub, 28 millions d'images, ce qui représentait un total de 11 pétabytes de données, donc très gros. Donc nécessairement on n'a pas pu scanner tout ça, ça faisait un peu trop. Donc on a rationalisé, on a dédupliqué, on a choisi, on a fait des choix éclairés sur ce qu'on voulait scanner, pas scanner. On a fini par scanner 16 millions de layers sur 15 millions d'images, plus toutes les configurations de toutes ces images-là. Et on a trouvé 1,5 million de secrets supplémentaires. 5% des dépôts contenaient au moins un secret, ce qui est quand même une statistique assez considérable. Et on avait un taux de validité qui était assez important, 20% de taux de secret valide sur l'ensemble de la plateforme, ce qui est bien plus que ce qu'on peut voir sur GitHub. Donc valide correspondant aux secrets qu'on est capable de valider et qui sont effectivement valides. Donc il y en avait 40% qui n'étaient pas valides au moment du scan, sachant qu'on a des données qui datent jusqu'à 2015, et 40% qu'on n'est pas capable de valider. Et donc la grande question existentielle, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? C'est un peu le cœur du sujet qu'on va attaquer. Comment est-ce qu'on se retrouve avec des secrets dans des images Docker? Qu'est-ce qu'un développeur fait qui nous amène à cet état-là? Et donc avant de commencer à rentrer dans les détails, petit rappel technique très rapide sur à quoi ressemble une image. Donc
Je suppose que la plupart d'entre vous sont à peu près carrés sur ce qu'est une image Docker, mais pour les autres, l'image Docker est construite à partir d'instructions qui vont plus ou moins créer des fichiers dans mon image. Chacune de ces instructions va être soit liée à ce qu'on appelle un layer, ce qui est une couche, un ensemble de fichiers, soit liée à des éléments de configuration. Donc là, par exemple, dans ce tout petit exemple, on a 3 layers, 3 instructions qui vont créer des fichiers, donc qui vont correspondre à 3 layers dans mon image. Et puis j'ai 3 instructions qui sont plutôt de l'ordre de la configuration et qui, eux, vont terminer dans un fichier JSON qui sera embarqué dans mon image. Et donc au final, une image Docker, c'est tout simplement un package qui va contenir des layers, qui sont rien d'autre que des archives tar, et puis un peu de configuration au format JSON. Ce qui veut dire que quand on veut scanner une image pour trouver des secrets, on a 2 choses à scanner, soit les configurations, soit les layers. Comme je disais, on a trouvé des secrets dans les deux. Et on va commencer par regarder ce qui se passe dans les configs qui peut nous amener à des secrets qui fuitent. Et donc c'est là que les gens du fond vont avoir besoin de plisser un peu les yeux. Je m'en suis navré. Le cas le plus simple, le plus bête, c'est j'écris mon Dockerfile et donc par exemple dans cet exemple, j'ai besoin de cloner un dépôt privé dans mon process de build. Eh ben, allons-y, allons-y, j'hardcode mon token GitHub dans l'URL de clone. Fin de l'affaire, je run mon build, je build mon image avec ça, et ça devrait bien se passer. Donc effectivement, ça va marcher. Le premier effet mauvais là-dessus, c'est que si je commit ce Dockerfile sur GitHub, je vais commencer par leaker mon secret sur GitHub. Ici, rien ne cache le secret, donc pas de magie noire, ça va fuiter. Donc une image comme ça, on la builderait avec une commande Docker build très classique, rien d'extravagant. Et le problème de faire ça, c'est que l'image que j'obtiens à la fin va contenir mon secret. Tout simplement parce que dans mon image finale, j'ai un certain nombre de métadonnées qui, entre autres, vont contenir l'historique de toutes les instructions qui ont été exécutées pour builder mon image. Donc là, par exemple, je liste avec la commande Docker History, donc encore une fois, il n'y a pas de magie noire, je liste l'historique de build de mon image et je me retrouve avec l'instruction qui a permis de construire la layer numéro 3 qui contient le token GitHub puisqu'il était contenu dans l'image. Donc c'est bête, mais ça fuit. On pourrait dire que c'est si bête que personne ne fait ça. En pratique, c'est pas vraiment le cas. Et donc si on jette un œil rapide sur GitHub par exemple, on trouve plein d'exemples de Dockerfiles qui ont été committés. Donc ici on en a 70 qui contiennent des clés OpenSSH privées, hardcodées dans le Dockerfile. Et puis ici un autre exemple où on trouve des tokens d'authentification GitLab, on en a 47. C'est pas le truc le plus fréquent, mais ça existe. Et donc quand on n'a pas envie d'hardcoder son secret dans son Dockerfile, ce qu'on a envie d'utiliser, c'est ce qu'on appelle les arguments de build. Et donc ça, c'est l'exemple qui est juste ici, donc c'est exactement le même exemple que précédemment. On a envie de cloner notre dépôt Git dans notre image, enfin dans notre conteneur de build pour builder notre image. Et on a besoin de passer notre token, sauf qu'au lieu de hardcoder le token dans notre fichier, on va utiliser ce qu'on appelle une instruction arg qui va récupérer un argument de build et l'injecter dans la commande. Donc à ce moment-là, on va builder notre image de cette manière-là. Donc on va passer notre secret au moment du build, qui sera passé à l'instruction. Et alors le problème de ça, le problème numéro 1, c'est que quand je build mon image, déjà, si on plisse un peu fort les yeux, on se rend compte que dans les logs de build, le secret apparaît en clair. Donc en fait, l'argument est expanded, et donc le secret fuit dans les logs. Et puis, si on plisse encore un tout petit peu plus fort les yeux, on se rend compte que Docker build, il me dit déjà, attention, tu ne devrais pas faire ça du tout. Tu ne devrais pas utiliser arg pour manipuler des données sensibles. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison que, en fait, mon image résultante, si je l'inspecte exactement de la même manière que précédemment, en fait, je vais me rendre compte que l'historique contient le secret en clair. Donc utiliser arg, en fait, n'a rien changé, si ce n'est déplacer le secret dans l'historique, un tout petit peu plus loin. Et donc ça, c'est un tout petit peu moins bête, et surtout, c'est un tout petit peu plus fréquent. Par exemple, si je fais cette recherche vraiment très bête sur GitHub, je cherche tous les Dockerfiles qui ont un argument qui s'appelle GitHub token, donc c'est quand même très spécifique comme recherche.
j'ai déjà 4500 Dockerfiles qui juste font ça dans GitHub public. Donc problème. Du coup, qu'il ne faudrait pas faire. C'est à peu près les deux seules manières qu'on a de pouvoir leaker un secret dans la configuration d'une image. Le reste va se passer dans les layers. Et encore une fois, on peut commencer par le truc le plus bête. Le plus bête, c'est je prends mon secret et je le copie dans l'image. Avec des petites subtilités, des petits cas un peu gênants. Donc là, par exemple, on a un Dockerfile très simple, encore une fois, qui va copier la totalité du contexte de build dans mon image. Donc c'est quelque chose qui est encore une fois assez fréquent. On a simplement ici avec l'instruction copy point, qui prend l'ensemble du contexte de build et qui va le pousser dans un répertoire qui s'appelle app. Si je regarde ce qu'il y a dans mon contexte de build, je trouve un fichier main.py qui correspond au truc qui sera exécuté à la fin par mon image. Donc jusqu'ici tout va bien. Donc ce qu'on s'attend à faire, c'est à builder notre image et à se retrouver avec un fichier main.py dans le système de fichiers de mon conteneur live. Et donc si j'exécute cette image, que je regarde ce qui se passe dans le répertoire app, en fait je me rends compte que non seulement il y a un main.py qui est effectivement arrivé là-dedans, ce qui était attendu, mais j'ai un fichier .env aussi qui est apparu, qui lui contient un secret et que je n'avais pas forcément prévu. Et en fait, il se trouve que quand j'ai listé mon répertoire, j'aurais peut-être dû ajouter une flag supplémentaire à ma commande ls, et en fait le fichier .env était déjà là, seulement je ne le voyais pas. Et donc ce qui s'est passé ici, c'est que le copy point a embarqué des fichiers qui étaient dans le contexte de build que je n'avais pas forcément prévu. Ce qui amène encore une fois à une fuite de secret. Ça aussi, ça paraît un peu bête. On peut se dire, ok, le contexte de build, on va pas me la faire à moi, je sais où sont les fichiers .env, les fichiers .truc, etc. Seulement, ce qu'on ne pense pas forcément quand on écrit son Dockerfile, c'est qu'on n'a pas forcément la connaissance préalable de où va être buildée notre image. Donc si je la build moi sur mon laptop de développeur, peut-être je sais exactement ce qu'il y a dans le répertoire. Mais si je la build par exemple dans ma CI, qu'est-ce que je retrouve dans mon contexte de build? Et par exemple, un exemple qui est très caractéristique, et peut-être que certains d'entre vous connaissent un peu ce petit snippet. Donc c'est un morceau de workflow GitHub Action qui va cloner le répertoire, se connecter à Docker Hub et ensuite builder et pousser l'image. Et là, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui se passe si je fais copy point? Qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement dans mon contexte de build? Et je ne vais pas vous donner la réponse, je vous laisse y réfléchir. Si vous ne savez pas, vous pourrez se poser la question à la fin de la présentation. Mais en pratique, ça ne se passe pas bien. Et des copy-points, on en trouve beaucoup. 1,4 million d'échantillons sur GitHub. Qui peuvent amener potentiellement à faire fuiter des secrets dans les layers. Ici encore, plutôt mauvaise pratique. Donc du coup, une bonne idée, ça peut être de nettoyer derrière soi. Donc là, ici, on a un exemple un tout petit peu plus compliqué, où on a une image, pour la build, je vais commencer par copier dedans un fichier netrc, et puis faire un appel, un pip install, qui va en fait installer un paquet depuis un dépôt privé, qui donc va avoir besoin de s'authentifier, et en fait va utiliser le fichier netrc pour s'authentifier. Donc je copie mon fichier netrc dans le répertoire root, je fais mon appel à pip, j'installe mes paquets, et puis derrière je supprime le fichier netrc. Bon, ça se build encore une fois de manière très simple. Et si je saute dans mon conteneur, que je liste le système de fichiers, en particulier le répertoire root, je me rends compte que dans mon répertoire root, j'ai un bashrc et un point profile, j'ai pas du tout de netrc. Et donc ça, c'est cool. Ou pas. Parce qu'en fait, si on se rappelle de ce que j'ai dit tout au début sur la structure d'une image Docker, en fait, une image est composée de layers différents. Donc là, si je prends mon Dockerfile et que je le décompose un peu, ma première instruction qui était from Ubuntu va tirer tous les fichiers dans une installation Ubuntu standard et va les mettre dans un layer. Et donc dans mon répertoire root, avec cette layer, j'aurai un fichier bashrc, un fichier profile, qui sont ceux qu'on a observés dans l'image en live. Et la deuxième layer va copier le fichier netrc dans le répertoire root aussi. Et donc on va se retrouver avec une layer avec un fichier dedans.
La commande pip install va créer un layer, elle va mettre des fichiers. Bon, il n'y aura rien dans le répertoire root, mais qu'importe. Et là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand je supprime mon fichier netrc? Parce qu'en fait, on a dit que les layers s'empilent, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse revenir sur une layer avant et supprimer. Et en fait, tout bêtement, ici, on va se retrouver avec une layer qui contient un unique fichier qui s'appelle .wh.netrc, qui est en fait un marqueur de suppression. La dernière instruction ici ne crée pas de layer puisque c'est une instruction de configuration. Et donc en fait à la fin, quand je vais exécuter mon image, Docker va reconstituer le système de fichiers qu'il doit utiliser pour construire, pour lancer mon programme. Donc il va cumuler en fait tout ça. Donc le fichier bashrc qui a été défini dans la toute première layer, il va traverser tout et puis va se retrouver dans le système de fichiers final. Même chose pour le fichier .profile. En revanche, le fichier netrc, lui, en fait, il se retrouve annulé par le petit marqueur de suppression. Ce qui fait que dans mon image finale, en live, le système de fichiers ne contient pas le fichier netrc. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu, en fait. Ça veut juste dire qu'il n'est pas là quand j'exécute mon image. Et en fait, rien ne disparaît vraiment dans ce genre d'installation. Et en fait, je peux très bien aller décompacter mon image, extraire les layers, et aller inspecter ce qu'il y a dedans. Donc ici, mon instruction copy netrc se retrouve dans le deuxième layer qui est à droite. Les layers sont tout simplement des archives tar, donc je peux les prendre, les extraire, regarder ce qu'il y a dedans. Et en fait, je me rends compte que mon image contient effectivement un fichier netrc avec le token dedans. Donc ici, on a un leak qu'on voulait éviter et qui en fait, on n'a pas évité du tout. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose de relativement fréquent et d'assez méconnu. Si je recherche encore une fois sur GitHub un pattern assez strict d'instructions run qui vont supprimer un .npmrc par exemple, je trouve 798 exemplaires, dont un qui appartient à Microsoft. Je me permets de les citer parce que en fait ils ne sont pas vulnérables, parce qu'il y a un contexte autour qui fait que le truc ne leak pas. On pourra en reparler un tout petit peu après. Mais ce pattern est là. En fait, ce truc-là ne sert à rien. Et donc, du coup, si on n'a vraiment pas envie que ça leak, il va falloir qu'on utilise les bonnes fonctionnalités de Docker, en particulier de Docker build. Et donc là, ce Dockerfile, il va essayer de faire ça. L'idée, c'est toujours de cloner un répertoire privé, comme on a vu dans les premiers exemples, en utilisant un token, mais que je vais ici passer en utilisant une instruction run et surtout une option spécifique de l'instruction run, qui est -mount type égale secret, qui va exposer un secret dans mon conteneur de build. Bon, je passe les détails, on reviendra dessus après, mais l'idée c'est que je vais encore une fois passer le secret au moment du build et obtenir une image a priori propre. Si je liste l'historique de cette image, je vois que mon instruction run a effectivement été exécutée, mais ma variable n'est pas expanded. Donc dans l'historique, pas de secret. Donc c'est cool. Ou pas. Ou pas parce que en fait, ici, le petit truc, l'effet qui se coule, c'est que Git, en fait, quand je lui passe mon token dans l'URL, va créer un dépôt Git local, il va cloner le dépôt, et que pour que vous n'ayez pas besoin de retaper votre token au prochain push, pull, ce que vous voulez, en fait, il va copier le token directement dans l'URL du remote, qui va vous mettre gentiment dans un fichier .gitconfig. Et donc en fait, là, j'ai leaké mon token dans un git config dans une layer de mon image. Et donc forcément, pas cool. Et l'utilisation mauvaise de l'option mount type égale secret, c'est aussi quelque chose de relativement fréquent. Ici, un cas d'école très bête, entre guillemets, donc j'en ai 127 ici, c'est des gens qui vont faire mount type égale secret, vont nous retrouver avec un secret dans le truc, et ils vont le copier dans les layers de l'image. Nécessairement, il n'y a pas de magie, encore une fois. On va se retrouver avec ce secret dans les layers, et donc dans l'image finale, et donc sur Docker Hub public, si vous poussez l'image sur Docker public. Bon, ça fait plein de manières de se vautrer, ça fait plein de manières de leaker son secret. Maintenant, on peut se poser la vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive pas? Donc, il y a un tout premier truc dont il faut se rendre compte, c'est que dans Docker, dans les images, il y a vraiment deux types de secrets. Il va y avoir les secrets build time, les secrets runtime.
Comme leur nom l'indique, le secret build time, c'est un secret dont je vais avoir besoin au moment de builder mon image. C'est un secret que je vais avoir besoin pour tirer une dépendance, pour tirer un dépôt guide privé que je vais vouloir build, et que donc j'ai besoin d'avoir au moment du build. Le secret runtime, au contraire, c'est un secret que j'ai besoin au moment de l'exécution de mon image. C'est-à-dire ça peut être une clé d'API parce que j'en sais rien, j'ai besoin de me connecter à OpenStreetMap pour faire un truc dans mon application. Et qui du coup va avoir besoin d'être présente au moment du run. Ça peut être aussi par exemple une clé privée, un certificat TLS si votre programme utilise HTTPS par exemple. Et nécessairement un fichier runtime, un fichier buildtime, on ne va pas les traiter de la même manière. Et si on commence par les secrets runtime, en fait c'est assez bête. Un secret runtime ne devrait jamais se trouver dans une image. Parce qu'en fait, il n'est pas utile quand l'image dort. Et donc, ne devrait pas se trouver là. Si vous n'utilisez pas un secret pendant le build, c'est que c'est un secret runtime et que donc vous ne devriez le passer qu'au moment du run de votre image. Et donc ça se fait avec des options que vous connaissez probablement très bien, du type --mount, qui vont permettre de monter un secret au moment du run. Donc là c'est un argument docker run, qui vont exposer un fichier dans l'image au moment du run, ou avec des variables d'environnement. Mais tout ça, ce sont des arguments à docker run. Et pour les secrets build time, eux non plus ne devraient pas se trouver dans l'image, parce que ça constitue une fuite, on l'a bien vu. Ils ne devraient pas se trouver dans l'image, parce qu'en fait, au moment où l'image a terminé de build, on n'en a plus besoin, donc ils n'ont plus rien à faire ici. Si vous utilisez un secret pendant le build de votre image, c'est que c'est un secret build time. Et pour générer votre secret build time, on lit la documentation. Et il se trouve que Docker a une documentation très précise, très bien écrite, dans les grandes lignes, pour la gestion des secrets. Et donc tout ce que je vais dérouler après, c'est de l'interprétation et de l'expérimentation sur la doc. Ni plus ni moins. On va trouver trois grandes manières de gérer les secrets correctement dans un Dockerfile. Le premier, c'est le secret mount. C'est le truc qu'on a déjà évoqué plus ou moins avant, qui est un truc très générique, qui permet d'exposer un fichier dans mon conteneur de build de manière safe. Donc ça a été vraiment prévu pour ça, et donc ça se fait avec l'argument --mount type égale secret de l'instruction run, qui va exposer un secret dans mon conteneur de build dans un fichier que je vais pouvoir accéder ensuite dans mon instruction. Ça peut être un fichier, ça peut aussi être une variable d'environnement avec la deuxième option qui rajoute un env égale token. Mais l'idée générale, c'est que je vais pouvoir passer mon secret au moment de mon appel à Docker build, et que ce secret-là, donc du coup, va se retrouver exposé, mais uniquement temporairement. Donc typiquement, mon fichier qui va se retrouver dans run secrets, par exemple AWS, il ne survivra pas à l'exécution de mon instruction run. Ça ne sera pas copié dans un layer. Les variables d'environnement, si j'en définis de cette manière-là, ne seront pas propagées dans la configuration de l'image. Et ils ne seront pas non plus expand dans l'historique de mon build, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc ça, c'est plutôt une bonne manière de gérer son secret, avec un certain nombre de pitfalls. Le premier pitfall, c'est plus ou moins celui qu'on a vu avec l'exemple du git clone, c'est que si je copie mon secret dans mon image, il n'y a pas de magie en fait. Si c'était dans run secrets, je sais pas quoi, je l'ai mis dans /root/ je sais pas quoi, ça va fuiter. Docker ne va pas aller traquer tous les endroits où vous avez été mettre votre secret dans votre image. Donc ça, c'est le premier pitfall. Le deuxième pitfall, c'est l'histoire des artefacts. Donc on peut appeler une commande qui va bêtement, sans qu'on s'en rende compte, copier notre secret dans le layer parce qu'elle va, j'en sais rien, cacher des creds, parce qu'elle va écrire une config quelque part. Donc c'était typiquement le cas de Git. Et ça, c'est pas bien connu. Donc par exemple, là, on a un bout de dépôt d'un gars qui fait de la doc DevOps et qui est très content de dire que si on utilise --mount type égale secret, je peux faire un git clone avec mon token dans l'URL. En fait, ça, c'est exactement le cas qu'on a vu juste avant. Et donc, il va liquer le token dans les layers. Pas bien. Et puis, de manière générale, si vous buildez dans votre image des projets que vous ne contrôlez pas, donc en fait vous exécutez du code que vous ne maîtrisez pas dans votre conteneur de build, en fait ce code-là aura accès au secret que vous montez.
Ils sont bêtement exposés dans le FS ou dans l'environnement. Et donc, vous pourriez leaker vos secrets au code que vous exécutez. C'est un cas d'usage probablement moins fréquent, mais qui existe tout de même. La deuxième solution pour gérer des secrets, c'est le mount SSH, qui est plus ou moins le même principe de fonctionnement que le mount type égale secret, sauf ici on va vouloir exposer de l'authentification over SSH. Donc ça se fait avec une autre option à l'instruction run qui s'appelle mount type égale SSH. Et qui s'utilise aussi du coup au moment du build, auquel cas on va passer une option SSH. Et donc ça, l'idée c'est qu'on va vouloir exposer une socket d'authentification SSH à l'intérieur de mon conteneur de build. Donc typiquement, je vais commencer par lancer un agent SSH. Je vais faire SSH add, je vais ajouter ma clé privée SSH à mon agent. Mon agent expose une socket, je passe cette socket à mon conteneur de build, et donc dans mon instruction run, je vais pouvoir m'authentifier sur SSH, sur n'importe quel autre qui va accepter cette clé-là. On peut aussi passer directement une clé SSH, pas par un agent, auquel cas Docker va lui-même monter une espèce d'agent, exposer une socket, sauf que ça ne supporte pas les passe-phrases, donc le faites pas. Le bon point avec cette méthode-là, c'est que le secret en lui-même n'est jamais vraiment exposé dans le conteneur, uniquement la socket d'authentification. Et donc en fait, vous ne pouvez pas leaker le secret, vous ne pouvez pas CP un truc, vous ne pouvez pas laisser un artefact quelconque, juste il n'y a pas de secret effectif dans l'image, uniquement en mémoire. Et donc c'est cool. Et donc c'est cool en particulier si vous voulez cloner des dépôts Git, parce que du coup vous pouvez cloner des dépôts Git over SSH. Et donc là, vous avez zéro risque de faire fuiter un token GitHub, par exemple. Et la dernière méthode, qui est aussi la plus récente, qui a été introduite il y a moins longtemps que les autres, c'est ce qu'on appelle le Git Authentication for Remote Context, et qui est assez élégant aussi. L'idée, c'est qu'on va pouvoir permettre à notre build, à notre conteneur de build, de automatiquement, magiquement, gérer l'authentification sur des dépôts Git. Et donc typiquement, on peut se retrouver avec dans notre Dockerfile des instructions du type add, https github mon repo privé, mon repo.git, et ça va marcher. Le conteneur, le build, va aller automatiquement pooler le dépôt, s'authentifier sur votre fournisseur de dépôt Git, et vous ramenez le code dans le conteneur de build. Donc ça c'est très cool, et ensuite on passe simplement un secret comme on l'aurait fait avec le secret mount. Sauf qu'on a un nom bien spécifique, donc il faut que ça s'appelle git auth token. Et à partir de là, tout est magique. Tout est magique et en plus bien fait. Donc, typiquement, ça ne garde pas de .git, donc votre git config ne va pas fuiter dans le truc, etc., etc. Donc ça a été bien pensé, j'ai vérifié. Vous pouvez même utiliser ça pour build des images distantes. Donc en fait, vous pouvez pooler un repo distant et le build en même temps. Donc auquel cas, on se retrouve avec des Docker builds dont la cible est en fait un dépôt Git. Ça mange pas de pain. Et donc ça, si à un moment donné dans votre build, vous voulez absolument cloner des dépôts over HTTP, c'est la seule bonne solution. Et donc tout ça, c'était des méthodes qui étaient vraiment très spécifiques, gestion de secrets offertes par Docker. Il y a quelques autres bonnes pratiques qu'on peut avoir envie de mettre en place. Ceinture et bretelles, donc plutôt des méthodes de défense en profondeur. Et une de celles-là, c'est les builds multistage. Donc je suis à peu près sûr que tout le monde ici a déjà utilisé des builds multistage pour plein de bonnes raisons, parce que ça réduit la taille des images, parce que... bon, qu'importe. Mais il faut aussi se dire que ça peut aider quand on a du secret qui circule au moment du build. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir 2 stages de build, ou 3, ou 4, ou 1000, qu'importe. L'important, c'est que les premiers stages vont utiliser les secrets pour pooler le code, pour build, pour faire des trucs. Et le deuxième stage va uniquement récupérer les artefacts de build, les binaires, les exécutables, les machins, et oublier tout le reste. Ce qui veut dire que si vous avez utilisé des secrets dans votre historique, enfin, vous avez laissé des secrets dans votre historique parce que vous avez passé un arg, ils n'apparaîtront pas dans l'image finale, parce que l'historique sera oublié des stages précédents. Et si vous avez copié votre .git avec un git config et un token dedans, c'est pareil, il va être oublié au passage.
C'est pas une mauvaise chose de faire ça. Euh, faut quand même se dire que ça vous sauvera pas de tout, et typiquement les logs de build peuvent toujours leaker des secrets, ce qui est particulièrement problématique si vous buildez dans un endroit public type un dépôt public GitHub avec un workflow. Il y a des gens qui ont la bonne idée de supprimer les fichiers dans la même instruction qui va les ajouter et qui espèrent que ça va faire disparaître les secrets. Donc sur le principe, c'est pas complètement faux. Si à la fin de l'exécution de votre instruction, le secret n'est plus dans le FS de votre conteneur de build, il apparaîtra pas dans la layer finale. Mais la grande question, c'est d'où il vient le secret quand vous faites ça. Et en fait, il y a toutes les chances pour que vous l'ayez leaké dans un arg juste avant ou un truc comme ça. Donc, bon, relativement mitigé. De même, ça leakera toujours dans les logs, dans les trucs, les machins. Le seul moment où ça a du sens, c'est si vous faites un secret mount, par exemple, et que vous avez besoin de copier le secret à 2 endroits différents pour pouvoir l'utiliser. Bon, là, vous n'aurez pas d'autre choix que de le supprimer à la main après, même si c'est un peu clumsy. Et puis une dernière bonne pratique, c'est le Docker ignore, que vous connaissez aussi probablement, et qui va permettre d'éviter les grosses catastrophes dans le cas de copie point. Et typiquement, vous pouvez mettre là-dedans .git par exemple, qui évitera que les .git soient embarqués quand vous faites votre Docker build, et donc ils ne seront pas emmenés dans le contexte de build. Et pour finir, il y a un point sur lequel j'aimerais un tout petit peu insister. C'est quand on utilise, quand vous utilisez des secrets dans votre Dockerfile, donc dans votre build, c'est probablement parce que vous voulez accéder à des données qui sont des données privées. Vous avez envie de télécharger le contenu d'un dépôt privé. Vous avez envie de télécharger une dépendance privée sur votre Artifactory ou que sais-je, parce que vous en avez besoin pour build. Donc ça, c'est du contenu privé. Sauf que si à la fin, votre objectif, c'est de copier cette image que vous obtenez sur Docker Hub, en fait, vous poussez votre image sur un conteneur dans un environnement public. Et donc là, en fait, il faut vraiment se poser la question. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça a du sens d'avoir cloné un dépôt privé pour aller pousser mon image sur un environnement public? Est-ce que je ne suis pas en train de juste de leaker mon code privé sur un environnement public? Peut-être que c'est effectivement ce que je suis en train de faire, et peut-être que je suis content parce que c'est l'objectif, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est pas du tout le cas. Et du coup, posons-nous vraiment la question. Est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça en a pas? Il y a plein de cas où ça en a pas. Et en pratique, on observe énormément sur Docker Hub d'images qui contiennent des dépôts Git qui ne sont pas joignables publiquement sur GitHub, par exemple, et qui, a priori, représentent un véritable leak, non pas de secret, même si ça peut être le cas, mais à minima de code privé et donc de propriété intellectuelle. Et le tout dernier point, scannez vos images GitHub, scannez vos images Docker avant de les poser sur Docker Hub. Ça coûte pas cher, et à minima, si vous avez poussé un secret sans vous en rendre compte, ben vous le saurez avant qu'il soit exposé à la terre entière. Et ça peut être aussi une très bonne pratique. Vous pouvez faire ça avec l'outil en ligne de commande GGShield de Git Guardian, c'est nous, qui sait faire ça. Je vous invite à aller jeter un œil si vous êtes intéressé par ça. Et ce sera tout pour moi. C'est donc, on a plein de temps pour les questions, c'était pas prévu, mais apparemment j'étais rapide. Et si vous voulez laisser un petit feedback, je serais très content de les recevoir. Par contre, si j'ai plein de temps pour les questions, il faut me poser des questions, parce que sinon je... Oui. Ouais. 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 Non, c'est complètement automatisé. Ouais, ça marche. Donc la question c'est, on a testé la validité des secrets, donc c'est ce qui était dans la slide du début.
Est-ce que c'était automatique? Oui, c'était complètement automatique, bien entendu. Il y avait 1,5 million de secrets détectés dans l'ensemble des images qu'on a scannées. Donc oui, les checks ont été faits automatiquement, ouais, complètement. Trop de volume pour être fait à la main. Oui. Alors oui, complètement. Ouais, je répète la question, pardon. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser GG Shield, donc en somme de scanner mon image Docker si je la publie uniquement sur un environnement privé, donc typiquement pour mon entreprise? Oui, parce qu'en fait, il faut bien se dire, une réflexion qu'on observe assez souvent et qui se reflète dans le comportement des développeurs en général. On a tendance à penser que les environnements privés sont plus safe que les environnements publics et donc on fait moins attention à ce qu'on va pousser sur un dépôt par exemple GitHub privé que ce qu'on pousserait sur un dépôt GitHub public. Ça se traduit par un fait assez incroyable en termes de statistiques. Sur GitHub, si on scanne des dépôts publics, on a 4,6% des dépôts publics qui contiennent au moins un secret. C'est déjà un nombre important. Si on scanne les dépôts privés, on monte à 35%. Ce qui montre bien que ce qui est privé contient beaucoup plus de secrets. Donc en fait, c'est un peu ce que tu proposes là. C'est en fait si je pousse mon image Docker sur un dépôt privé, ma foi, pas grave s'il y a un secret, mais en fait c'est quand même grave. C'est quand même grave pour plusieurs raisons. C'est grave parce que premièrement, la personne qui va pouvoir accéder à l'image n'est pas forcément la même personne qui aurait le droit d'avoir accès au secret. Ça c'est un premier problème. C'est-à-dire je peux avoir tous mes devs ont accès à l'ensemble de mes images, mais par contre je vais leaker un secret qui donne accès à un dépôt que seulement Michel, responsable informatique, devrait avoir accès. Et donc là en fait je suis déjà en train de breach ma donnée. Et puis un deuxième problème, c'est que ce qui est privé aujourd'hui risque de ne pas rester privé toujours, pour plusieurs raisons. Parce que, un, je vais avoir envie d'open sourcer mon projet, peut-être, pourquoi pas. Le deuxième, c'est parce que quelqu'un va le faire à ma place sans que j'ai envie. Et donc, ça, typiquement, c'est ce qu'on a observé pendant les récentes campagnes de supply chain. Je ne sais pas si vous les avez suivies, mais il y a eu l'attaque sur ce qui s'est appelé Singularity sur NX. Et par la suite Shayulud, qui ont fait un truc super que personne n'avait jamais prévu, c'est qu'en fait ils ont passé automatiquement des dépôts publics des dépôts privés à publics de gens. Donc à partir en fait ils allaient collecter des tokens GitHub, ensuite ils utilisaient les tokens GitHub pour prendre les repos privés, et hop, on les mettait publics, et comme ça eux ils les récupéraient, mais au passage la terre entière les récupérait. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tout ce qui était privé est passé public, et on s'est rendu compte que dans tout ce qui était privé, il y avait des quantités astronomiques de secrets. En fait, c'est exactement le symptôme de ça. Et donc du coup, oui, tu as envie de scanner tes images, même si tu vas les pousser sur un environnement privé, parce que c'est pas parce que c'est sur un privé que tu dois te permettre de laisser des secrets dedans. Les secrets ne devraient vivre que dans des vaults et dans des password managers et dans des configurations en prod. Merci pour la question. Oui. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur les vaults, etc. Dans un contexte de conteneurs, mais qui tournerait sur des serveurs on-premise, donc chez un client, ce serait quoi les bonnes pratiques pour justement manager tous ces secrets et éventuellement éviter que quelqu'un, un tiers, accède justement au serveur et en fouillant tombe dessus? Ouais, ça c'est un problème malheureusement qui est difficilement résolvable. Quand on est en prod et qu'on a une application qui tourne en prod, elle a besoin de ses secrets. Et en fait, on ne peut pas y faire grand-chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais devoir avoir une configuration qui va contenir la clé d'API pour aller se connecter, je ne sais pas où. Je vais avoir besoin d'une configuration, j'en sais rien, dans mon Django qui va avoir la clé de signature des sessions, par exemple. Et ça, en fait, je ne peux pas m'en passer. Et même si j'arrivais à m'en passer sur le FS, mon application, elle va les avoir en mémoire. Et donc, si j'arrive à compromettre le serveur, j'aurai accès à ces secrets de toute façon à un moment donné. Donc ça, malheureusement, quand on est en prod, on est en prod, quoi. Par contre, ce qui est important dans ce cas-là, c'est de s'assurer que les secrets qu'on a en prod ont des droits suffisamment restreints pour éviter que, en cas de compromission, ça soit une panique complète.
C'est-à-dire que si je mets des tokens admin là où je devrais avoir accès qu'à un tout petit scope, là ça va poser problème en termes de compromission. Si c'est pas le cas, bon, il y a moins de problèmes. Après, c'est des questions de gestion de secret, des bonnes pratiques de gestion, où je vais chercher à avoir les scopes les plus petits, à pas avoir de réutilisation de secrets, et ce genre de choses. Malheureusement, quand on a des grands parcs et des grandes installations, c'est difficile à gérer, et c'est là qu'on peut s'appuyer sur des produits sur étagère de type euh, euh, inventaire de secrets, inventaire de scope, de capabilities, etc. Donc ça existe. On en a un d'ailleurs. Je fais ma petite pub. Euh, mais c'est un peu la seule chose qu'on peut faire. Oui. Du coup, j'avais une question, c'était quand tu parlais de valider ces secrets, concrètement, comment est-ce que ça s'est fait? C'est par exemple, c'est des clés Git, est-ce que vous êtes allé taper Git avec ces clés pour les valider? Et si ça s'est fait de cette manière-là, en fait, est-ce que ça vous expose pas aussi à des représailles légales? C'est une très bonne question. C'est probablement la question qu'on nous pose le plus en présentation. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Donc on va prendre le secret et on va l'utiliser pour faire une authentification simple, sans collecte de données, etc. Est-ce que ça pourrait nous exposer à des représailles? Probablement. Euh, Désolé. On espère le faire pour le plus grand bien. Et jusqu'alors, ça ne nous est jamais arrivé. On a reçu quelques abuses après des connexions sur AWS, typiquement, mais sans grosse répercussion derrière. Donc on est a priori assez content de faire ça. Sachant que par exemple, donc il y a un truc qu'on fait chez Guide Guardian qui s'appelle le Good Samaritan Programme. Peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui ont déjà eu l'occasion d'interagir avec. En fait, on a des grosses machines qui tournent et qui analysent en temps réel toute la donnée qui passe sur GitHub à la recherche de secrets. Si on en trouve un, on va vous envoyer un mail instantanément, automatiquement, et ça c'est gratuit, c'est pour nous. Donc c'est ce qu'on appelle le Good Samaritan. Et donc, en fait, on fait ça entre autres dans ce cadre-là. Donc vous pouvez essayer cet après-midi, vous faites fuiter votre token, je ne sais pas quoi, sur GitHub. Normalement, vous recevez un mail de Git Guardian qui vous dit attention, revoyez votre code s'il vous plaît. Voilà. On essaye de faire ça pour le plus grand bien, et jusqu'ici, personne ne nous a trop cherché de noises. Merci pour la conf. Tu disais tout à l'heure que les secrets ils devaient être dans des vaults ou des outils comme cela. Nous, on a la problématique de faire du GitOps, et donc les secrets, s'ils sont dans Vault et qu'il y a la configuration, ou du moins l'ops qui est dans Git, on se retrouve avec deux sources de vérité. Est-ce qu'il y a déjà eu besoin de trancher entre mettre les secrets chiffrés dans Git ou les mettre dans Vault, dans un Vault en général? Est-ce que juste les chiffrer dans Git, ça reste acceptable pour éviter d'avoir deux sources de vérité, entre guillemets? C'est une très bonne question. En règle générale, on recommanderait de limiter et d'avoir uniquement un Vault. Avoir des secrets chiffrés dans Git, on le voit, c'est pas très répandu comme pratique de manière générale. C'est un truc qu'on va pas forcément recommander parce que ça fait un peu peur. Les solutions qui font ça sont toujours un peu douteuses. J'en ai regardé quelques. Pardon? Je ne connais pas celle-ci, mais je regarderai avec attention. J'en ai étudié quelques-unes qui faisaient un peu peur en termes de capacité de chiffrement ou des méthodes qui sont utilisées. Sur le principe, pourquoi pas, hein, il y a des solutions qui utilisent GPG par exemple. Je ne sais pas si c'est le cas de celle que vous utilisez. Ok. Qu'importe. Ça pose en théorie pas de problème. C'est pas forcément un truc qu'on aime voir. On préfère que tout soit bien volté et éviter de trop trimballer des secrets dans des environnements qui peuvent se retrouver trop publics. Mais après, si ça marche pour vous, c'est que ça marche, quoi. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup. Bravo encore. Merci.